Bonjour. Alors dans ce chapitre, on va, je dirais, redonner quelques résultats topologiques des fonctions à plusieurs variables, puisque ces résultats sont des cas particuliers de ceux du chapitre sur les espaces normés, puisque pour tout n supérieur ou égal à 1, Rn est un espace normé, mais un espace normé très particulier puisqu'il est de dimension finie, et on sait que sur un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Alors les résultats de ce chapitre sont très importants puisqu'on va les utiliser dans le chapitre calcul différentiel. Alors je viens de le dire, on s'intéresse dans ce chapitre aux fonctions f définies sur u, une partie de Rn à valeur dans Rq. Si q égale à 1, on parle dans ce cas de fonction scalaire. Et si q est strictement supérieur à 1, il s'agit dans ce cas des fonctions vectorielles. Alors on a dit que tous les résultats de ce chapitre sont des cas particuliers de ceux du chapitre sur les espaces vectoriels normés. Puisque pour chaque n élément de n étoile, Rn est un espace normé. Il est particulier puisqu'il est de dimension finie et sur un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Alors on commence par définir la notion de convergence d'une suite d'éléments de Rn. Notion de limite d'une suite. Alors, définition. Soit xp une suite d'éléments de Rn et A un élément de Rn. On dit que une suite xp pour p décrit n a pour limite A quand p tend vers plus l'infini si pour tout v voisinage de A, il existe un rang PV, élément de n tel que, quel que soit P supérieur ou égal à PV, on a XP est un élément de V. Puisque si V est un voisinage de A, il existe un epsilon tel que la boule de centre A et de rayon epsilon est inclus dans V, et quel que soit epsilon positif, la boule ouverte de centre A et de rayon epsilon est un voisinage de A, donc c'est équivalent à, quel que soit epsilon positif, il existe un P qui dépend de la boule, donc qui dépend de epsilon, élément de n tel que, quel que soit P supérieur ou égal à P epsilon, alors XP est un élément de la boule de centre A et de rayon epsilon. Autrement, la norme de XP moins A est inférieure à epsilon. On a déjà vu cette définition dans le cas d'un espace vectoriel normé quelconque. Mais là, on veut voir ce qu'il a de particulier lorsque l'espace normé est un espace de dimension finie. Soit xp une suite d'éléments de Rn. Alors, pour chaque p élément de n, xp c'est un uniplet. Une suite d'éléments de Rn. Et A un uniplet. Alors, la suite xp converge lorsque p tend vers l'infini vers A est équivalent à quel que soit I, la suite réelle construite à partir de la ième composante de chaque uniplet xp est convergente et converge vers la ième composante de A. Alors pour la démonstration, on passe au tableau. Démonstration. Soit xp une suite d'éléments de Rn et A élément de Rn tel que xp tend vers A lorsque p tend vers plus l'infini. A est un uniplet, donc il a pour coordonnées dans la base canonique A1 jusqu'à AN, et quel que soit p, élément de n, xp égale à xp1 jusqu'à xpn. Alors, comme la suite xp converge vers A lorsque p tend vers l'infini dans Rn, donc il converge pour toutes les normes, parce que toutes les normes sont équivalentes. Donc en particulier, il converge pour la norme infinie.
Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un P epsilon, élément de n, tel que, quel que soit P supérieur ou égal à P epsilon, on a xp moins A en norme infinie est inférieur à epsilon. Ce qui est équivalent que quel que soit epsilon positif, il existe P epsilon élément de n tel que quel que soit P supérieur ou égal à P epsilon, on a le max pour i varie de 1 jusqu'à n de x p i moins ai est inférieur à epsilon. On a juste appliqué la définition de la norme infinie. Et donc, quel que soit epsilon positif, il existe un p epsilon, élément de n, tel que, quel que soit p supérieur ou égal à p epsilon, on a x pi moins ai est inférieur à epsilon, quel que soit i entre 1 et n. Puisque, quel que soit i élément 1 jusqu'à n, x ip moins ai est inférieur ou égal à max pour i varie de 1 jusqu'à n de xpi moins ai. Donc, on vient de montrer que, quel que soit i élément de 1 jusqu'à n, la suite réelle xp pour p décrit n converge vers la ième composante du vecteur A. Alors pour la réciproque, soit xp par définition égale à x1p xnp pour p décrit n, une suite d'éléments de Rn et A égale à A1 AN élément de Rn tel que quel que soit I appartenant à N, la suite réelle xip pour P décrit N converge vers la ième composante de A lorsque P tend vers plus l'infini. On a, quel que soit I appartenant à N, x ip converge vers AI lorsque P tend vers plus l'infini. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe cette fois P qui dépend de epsilon et I, élément de N, tel que, quel que soit P supérieur ou égal à PI epsilon, on a la valeur absolue de xip moins AI est inférieur à epsilon. Puisque le nombre d'indices est fini, on va considérer P epsilon par définition égale à le max pour i varie de 1 jusqu'à n des P i epsilon. C'est un élément de n tel que, cette fois, quel que soit P supérieur ou égal à P epsilon, on a la valeur absolue de x ip moins ai est inférieur à epsilon, quel que soit i entre 1 et n. Donc en particulier le max puisqu'il est atteint. Donc en particulier le max pour i varie de 1 jusqu'à n de xip moins ai est inférieur à epsilon. Ce qui montre que xp converge vers A pour la norme infinie. Et puisqu'on est en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc elles convergent pour toutes les autres normes de Rn. Soit f, une fonction vectorielle définie sur une partie de Rn et A un élément de U. Alors f a une limite L, élément de Rq, en A, si seulement si,
quelle que soit la suite d'éléments de U, tels que limite quand p tend vers plus l'infini de xp égale a, alors on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de xp égale à L. Donc pour la démonstration, il faut juste voir la vidéo dédiée aux espaces vectoriels normés. Alors remarque, dans notre cas, la notion de limite ne va pas dépendre de la norme choisie, parce que sur Rn, toutes les normes sont équivalentes. Alors la notion de limite ne dépend pas des normes, puisque quel que soit n supérieur ou égal à n, Rn est de dimension finie, et sur un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Alors, comme deuxième remarque, la limite d'une fonction en un point lorsqu'il existe, elle est unique, puisque Rn est un espace vectoriel séparé. Remarque numéro 3 est très importante parce qu'il va nous donner une condition nécessaire pour que la limite d'une fonction en un point existe. C'est ce qu'on appelle la limite partielle. Alors, soit U1, un sous-ensemble de U, et A, un point adhérent à U1. Si F a une limite L lorsque x tend vers A, tout en restant dans U, alors F tend vers la même limite L si x tend vers A en restant dans U1. En particulier, si on regarde le comportement de restriction de F au même point, ils doivent toutes avoir la même limite une fois cette limite existe bien sûr. Alors cette notion de limite partielle est très intéressante lorsqu'on veut montrer par exemple que f n'a pas une limite lorsque x tend vers a. Dans ce cas, on prend deux sous-ensembles U1 et U2 de U tels que A est un point adhérent à U1 et à U2. Et on montre que la limite de f quand x tend vers A tout en restant dans U1 est différente de la limite quand x tend vers A de f de x en restant dans U2. Alors, proposition, soit f et g, deux fonctions scalaires définies sur U inclus dans Rn à valeur dans R et A un point adhérent à U. Alors, limite quand x tend vers A de f plus g ou moins g de x, c'est égal à limite quand x tend vers A de f de x plus ou moins limite quand x tend vers A de g de x, une fois ces deux limites existent bien sûr. Alors, limite quand x tend vers A de f de x fois g de x égale à limite quand x tend vers A de f de x fois limite de g de x quand x tend vers A, une fois ces deux limites existent. Et comme troisième propriété, si limite quand x tend vers A de f de x est différente de 0, donc on peut parler de 1 sur f de x sur un voisinage de A. Alors limite quand x tend vers A de 1 sur f de x, c'est égal à 1 sur limite quand x tend vers A de f de x. Donc dans cette proposition, il faut toujours supposer que la limite quand x tend vers A de f existe et limite quand x tend vers A de g existe. On va énoncer la définition d'une fonction vectorielle continue. Alors, soit f une fonction vectorielle définie sur une partie U de Rn et A cette fois un élément de U, c'est-à-dire que f est défini au point A. La fonction f est dite continue en A si la limite de f en ce point existe est égale à la valeur de f en ce point. Et la fonction f sera dite continue sur la partie tout entière si f est continue en tout point de son domaine. Autrement, si on veut montrer qu'une fonction est continue sur son domaine de définition, il suffit de montrer qu'elle est continue en tout point de ce domaine. Alors, pour les différentes opérations sur les fonctions continues, on a le résultat suivant. Alors, la somme, le produit et le quotient. Bien sûr, le quotient, si le dénominateur ne s'annule pas. Des fonctions continues sont continues. La composée de deux fonctions continues est continue. Alors, comme petite remarque, toute fonction obtenue à l'aide de fonctions continues élémentaires de variables x1 jusqu'à xn, en utilisant des opérations algébriques
et la composition est continue dans son domaine de définition naturelle. Alors, comme exemple, les polynômes. xk, y à la puissance n, ou k et n, deux entiers naturels quelconques. Alors, toute combinaison linéaire de ces fonctions sont des fonctions polynomiales, ainsi que, par exemple, l'exponentielle de 2x plus xy. Alors, 2x plus xy est une fonction polynomiale. L'exponentielle est une fonction continue sur R, donc la composée est continue. La fonction trigonométrique sinus xy, xy polynomial, sinus continu, sont des fonctions continues sur R carré. Alors, comme dans le cas où n est égal à 1, on peut parler de la fonction prolongeant une fonction f ou un point adhérent à u qui n'est pas dans u. Alors, comme définition, soit f, une fonction définie sur une partie u de Rn, et a, un point adhérent à u qui n'est pas dans u. Si f a une limite L lorsque x tend vers a, on peut étendre le domaine de définition de f à u union a. En posant f de a est égal à L, on dit qu'on a prolongé f par continuité au point A. Alors le résultat suivant va nous donner une caractérisation très importante des fonctions vectorielles continues sur l'espace tout entier, c'est-à-dire sur Rn. Alors soit f, une fonction définie cette fois sur Rn tout entier, à valeur dans Rq. Les propriétés suivantes sont équivalentes. Alors, c'est quoi la continuité de f sur Rn? La continuité de f sur Rn, c'est équivalent à l'image réciproque de tout ouvert de Rq est un ouvert de Rn. Et c'est équivalent à l'image réciproque de tout fermé de Rq est un fermé de Rn. Alors pour donner une démonstration détaillée de ce résultat important, on passe au tableau. Démonstration. Soit f défini sur Rn à valeur dans Rq, montrant que f continu sur Rn est équivalent que quel que soit θ ouvert de Rq, f moins 1 de θ est un ouvert de Rn. Donc on commence avec la première implication. On va supposer que f est continu sur Rn et montrer que l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Alors soit θ un ouvert de Rq et montrant que f moins 1 de θ est un ouvert de Rn. Alors pour cela, il faut montrer que f moins 1 de θ est voisinage de chacun de ces points. Donc, soit x0, élément de f moins 1 de θ, montrant que il existe un R positif tel que la boule de centre x0 et de rayon R est inclus dans f moins 1 de θ. Alors pour cela, comme x0 est un élément de f moins 1 de θ, cela implique que f de x0 est un élément de θ. θ étant par hypothèse ouvert, donc il existe un epsilon positif tel que la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon est inclus dans θ. Alors pour ce epsilon positif, puisque f est continu au point x0, il existe un état positif tel que, quel que soit x élément de Rn, vérifions x moins x0 est inférieur à eta, alors f de x moins f de x0 en norme
dont RQ est inférieur à epsilon. Ce qui implique que quel que soit x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon eta, f de x, c'est un élément de la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon, qui est inclus dans θ. Donc, il existe θ positif tel que, quel que soit x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon eta, f de x est un élément de la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon qui est inclus dans θ. Ce qui implique que f de la boule de centre x0 et de rayon eta est inclus dans la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon qui est inclus dans θ. Autrement, la boule de centre x0 et de rayon eta est inclus dans f-1 de θ. Donc, quel que soit x0 élément de f-1 de θ, il existe état positif tel que la boule de centre x0 de rayon eta est inclus dans f-1 de θ, ce qui montre que f-1 de θ est un ouvert. On suppose que l'image réciproque d'un ouvert de RQ est un ouvert de Rn par f. Et on va montrer que f est continu sur Rn. Montrer que f est continu sur Rn est équivalent à montrer que f est continu en tout point de Rn. Alors soit x0 élément de Rn et montrons que f est continu au point x0. Puisque x0 est un élément de Rn, f de x0 est un élément de RQ. Et on sait que quel que soit epsilon positif, la boule ouverte de centre f de x0, epsilon est un ouvert. Donc un ouvert de RQ. Donc, puisque l'image réciproque d'un ouvert de RQ est un ouvert de Rn, donc f-1 de la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon est un ouvert de Rn qui contient x0. Et x0 est un élément de cet ouvert. Donc d'après la définition, il existera un état positif tel que la boule de centre x0 et de rayon eta est inclus dans f-1 de la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon. Cela est équivalent à dire que f de la boule de centre x0 et de rayon eta est inclus dans la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon. Ainsi, pour un epsilon positif, il existe un état positif tel que, quel que soit x appartenant à la boule de centre x0 et de rayon eta, alors f de x est un élément de la boule de centre f de x0 et de rayon epsilon. Cette écriture, c'est équivalent à quel que soit x élément de Rn, tel que la norme de x moins x0 est inférieure à eta, alors la norme de f de x moins f de x0 est inférieure à epsilon. Donc on conclut que f est continu au point x0, élément de Rn, d'où le résultat. On vient de montrer que si f est une fonction vectorielle définie sur Rn, f est continu si et seulement si l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Alors pour le fermer, il faut juste remarquer que si f est un fermé de RQ, alors le complémentaire de f-1 de f dont Rn c'est égal à f-1 de complémentaire de f dans RQ. Le complémentaire de f dans RQ est un ouvert
Et si f est continu, l'image réciproque d'un ouvert est un ouvert, ce qui montre que cet ensemble est un ouvert de Rn. Autrement, f continu est équivalent de f-1 de f est un fermé de Rn, quel que soit f fermé de Rq, ce qui achève la démonstration. On donne dans ce qui suit un résultat qui caractérise les compacts d'un espace vectoriel de dimension finie. Autrement, on a vu qu'une partie compacte d'un espace vectoriel normé quelconque est une partie fermée et bornée. En dimension finie, la réciproque est vraie, c'est-à-dire un fermé borné en dimension finie est un compact. Alors on a le résultat suivant. Dans un espace de dimension finie, les compacts sont les parties fermées bornées. Ce résultat est d'une grande importance puisque si on le montre, donc sur tout espace de dimension finie, on peut dire que une suite bornée admet une suite qui converge parce que une suite bornée, c'est une suite d'éléments d'une boule fermée, bornée, donc c'est une suite d'éléments d'un compact, donc on peut extraire une suite qui converge. Donc, en dimension finie, on a le même théorème que celui de Bolzano et Strass. De toute suite bornée, on peut extraire une suite qui converge. Alors, comme exemple, dans R, un intervalle fermé borné est un compact. Et dans Rn, toute boule fermée est un compact. Pour la démonstration de ce résultat, je préfère passer au tableau. Dans ce qui suit, on va montrer que tout fermé, borné, par rapport à la norme infinie de Rn est un compact. En effet, soit A, une partie fermée, bornée de Rn pour la norme infinie. Donc, il existe un R strictement positif tel que, quel que soit x élément de A, la norme infinie de x qui est égale à le max de i varie de 1 jusqu'à n de ses composantes dans la base canonique est inférieur ou égal à R. Et donc, quel que soit i varie entre 1 et n, on aura xi est inférieur ou égal à R, ce qui implique que xi est un élément de l'intervalle fermé borné moins R. Ainsi, on a montré qu'il existe un R strictement positif tel que, quel que soit x éléments de A, ces coordonnées dans la base canonique sont des éléments de l'intervalle fermé borné moins RR. On a x est un élément de moins R croix moins R n fois. Et donc, si xp est une suite d'éléments de A, alors, quel que soit P, élément de N, xp est un élément de A, donc c'est un élément de Rn. Donc c'est un uniplay. Donc il s'écrit x1p,
x de P, x, n, P. Par suite, quel que soit i élément de 1 jusqu'à n, on aura la suite réelle xp pour p décrit n est une suite de l'intervalle fermé borné moins r. On a déjà vu dans une vidéo précédente que si dans R on a de suite x1 P et x2 P borné, il existe le même phi de n vers n strictement croissant tel que x1 phi de P et x2 phi de P convergent. Et donc, puisque quel que soit i élément de 1 jusqu'à n, xi P pour P décrit n est une suite d'éléments de moins r, il existera un phi, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass, défini de n vers n strictement croissante, telle que, quel que soit i élément de 1 jusqu'à n, la suite réelle converge vers n à i élément de R. Et puisque, quel que soit i élément de 1 jusqu'à n, la suite xi phi de P est une suite d'éléments de l'intervalle moins rr qui est fermé, alors, puisqu'il converge vers AI est un élément de moins r. Ainsi, on a montré qu'il existe ρ de n vers n strictement croissante telle que la suite xi ρ de P pour P décrit n converge vers AI élément de moins r quand P tend vers plus l'infini. Et cela, quel que soit i élément de 1 jusqu'à n. Donc, d'après la proposition précédente, une suite d'éléments de Rn converge vers un élément de A si et seulement si la suite réelle de la ième composante de chaque uniplet xp converge vers la ième composante du vecteur A. Donc, la suite x ρ P pour P décrit n converge vers A1 jusqu'à AN, qui est un élément de A. Pourquoi? Parce que A est fermé. Et la suite x ρ P est une suite d'éléments de A. Donc on vient de montrer que toute partie fermée, bornée de Rn pour la norme infinie est un compact pour la norme infinie. Une petite remarque, cette proposition qu'on vient de montrer, on n'a pas utilisé le fait que les normes sont équivalentes. On a travaillé juste avec la norme infinie. Donc, sur Rn, si on considère la norme infinie, alors toute partie fermée, bornée pour cette norme
est un compact pour cette norme. Et puisque toutes les normes sont équivalentes, donc elle est compacte pour toutes les autres normes. Remarque très importante. Ce résultat qu'on vient de voir n'est pas vrai en dimension infinie. Autrement, en dimension infinie, un fermé borné n'est pas nécessairement compact. Alors pour cela, il faut visionner l'exercice que j'ai nommé boule fermée non compacte, où on donne un exemple d'espace vectoriel où la boule unité fermée n'est pas compacte. Alors, théorème. Alors, soit f, une fonction continue, sur une partie u de Rn, et k, une partie compacte de Rn, inclus dans u. Alors, l'image de k par f, qui est une fonction continue, est un compact de Rq. Autrement, l'image continue d'un compact est un compact. On a déjà vu ce résultat dans le cas général d'espace vectoriel norme. Alors, comme corollaire, soit f une fonction scalaire continue sur une partie u de Rn et k une partie compacte de Rn contenue dans u. Alors f est borné et atteint ces bornes. Ce résultat, on l'a déjà montré dans le cas où n est égal à 1 parce que on a vu que sur un intervalle fermé borné, autrement un compact de R, toute fonction continue est bornée et atteint ces bornes. Pour la démonstration, on passe au tableau. Démonstration. Soit f défini sur une partie u de Rn à valeur dans R, une fonction continue. Et K, un compact de R, inclus dans l'ensemble de définition de F. On a déjà vu que l'image continue d'un compact est un compact. Donc f de k est un compact de R. Et on sait que tout compact est un fermé borné. Donc f de k est un ensemble non vide de R borné. Donc par exemple, elle est majorée. Donc alpha égale à sup de f de k existe. C'est un réel. Alors, quel que soit epsilon positif, d'après la caractérisation de sup, il existe un x epsilon élément de k tel que alpha moins epsilon est inférieur à f de x epsilon qui est inférieur ou égal à alpha. Et donc, pour chaque p élément de n, il existe un xp élément de k tel que alpha moins 1 sur p plus 1 est inférieur à f de xp qui est inférieur ou égal à alpha. On a considéré pour chaque p élément de n, epsilon est égal à 1 sur 1 plus p. Alors la suite ainsi construite, et donc il existe x, p, suite d'éléments de k qui est par hypothèse compacte, ce qui implique qu'il existe ρ de n vers n strictement croissante et x élément de k
tels que x rho p convergent lorsque p tend vers plus l'infini vers x un élément de K, qui est inclus par hypothèse dans l'ensemble de définition de f où f est continu. Autrement, f restreint à K est continu. Donc en particulier, il est continu au point X. Et d'après la caractérisation séquentielle de la limite, on aura f de x rho p converge vers f de x qui est un élément cette fois de f de K pour p tend vers plus l'infini. On a, quel que soit p élément de n, on a f de x rho p est supérieur strictement à alpha moins 1 sur 1 plus rho p qui est inférieur ou égal à alpha qui est inférieur strictement à alpha plus 1 sur 1 plus rho p. Donc, quel que soit p élément de n, on a f de x rho p moins alpha en valeur absolue est inférieur à 1 sur 1 plus rho p. L'application ρ définie de n vers n étant strictement croissante, cela implique que quel que soit p élément de n, ρ de p est supérieur ou égal à p, ce qui implique que ρ de p plus 1 est supérieur ou égal à p plus 1, et donc 1 sur 1 plus ρ de p est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus p qui tend vers 0 lorsque p tend vers plus l'infini. Alors ce qui montre que la suite f de x rho p converge vers alpha lorsque p tend vers plus l'infini. Mais on a déjà montré que cette suite, il converge vers f de x, qui est un élément de f de K. On est sur R, qui est un espace séparé. Cela implique que alpha est égal à f de x. Donc alpha égale à sup de f de K, c'est-à-dire sup f de z tel que z décrit K, c'est un f de x avec x, un élément de K. C'est ce qu'on a appelé xm. Donc f est borné et atteint son sup. On fait la même démarche pour montrer que l'inf est atteint.